Ah oui, parce qu'il pouvait plus le... Bah non, tu m'étonnes, après l'œdème, le pulse, et puis en même, forme de... et puis tu risques même une perforation. Oui, c'est vrai, et puis les poils. Putain, Les poils de la bande. Et il dit, vous le dites pas à ma femme. Ah bah si, on va s'amuser, on a que ça à faire. On va l'appeler quand même parce que... Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie d'Eric, bodybuilder et infirmier qui a fait une bonne partie de sa carrière aux urgences. Ouais. Et on va vous raconter quelques petites anecdotes sur ce qui se passe aux urgences, mais aussi peut-être sur les défauts du système de santé, si on peut dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment aux urgences et c'est quoi la vie finalement d'un urgentiste et d'un infirmier aux urgences. Générique. Je vais demander bien sûr à Eric si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être infirmier? Pourquoi travailler aux urgences? Qu'est-ce qui te plaît aux urgences? Alors, avant d'être infirmier aux urgences, j'ai eu une carrière militaire qui a duré 15 ans dans l'armée de l'air. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'aurais rêvé d'être médecin, mais je travaillais pas suffisamment à l'école. Et je me suis dit, l'occasion de pouvoir travailler dans le milieu médical, c'est d'être infirmier. Donc j'ai passé le concours, j'ai fait la formation, et puis au sortir de ma formation, j'ai fait quelques services différents. Et puis de suite, les urgences, j'ai accroché parce que c'est très varié, il y a vraiment tout type de pathologie, on peut avoir de la traumato, de la neuro, de la cardio, enfin on voit vraiment beaucoup de choses, c'est hyper formateur. En tant qu'infirmier, on a beaucoup de prérogatives, on cadre les patients avant qu'ils soient vus par les médecins, sauf un cas d'urgence extrême. Mais c'est de toute façon toujours un infirmier, l'infirmier d'accueil, ou c'est sauf l'infirmier cas exceptionnel voilà. qui va voir en premier, les constantes, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, tout à fait. On fait en gros le tri. Ouais, le tri des patients. Voilà, c'est pas péjoratif, ça s'appelle comme ça. Urgent, pas urgent, vraiment pas urgent, ça dégage. Voilà. Et puis j'ai fait quasiment 10 ans aux urgences, voilà, avec une carrière qui pour le coup m'a énormément plu, mais qui au final, je me suis rendu compte que le système arrivait à saturation, notamment quand il y a eu le Covid. Et je me suis posé la question, est-ce que j'étais apte à rester toujours un bon professionnel? Et au final, je me suis dit, non, il est peut-être temps de faire une pause, parce qu'au bout de 10 ans, il y avait un petit phénomène de burn-out, et je m'éclatais bien dans mon sport, et je suis également coach, donc voilà. Ouais. Et est-ce que toi, c'était un peu le côté adrénaline, urgence qui te plaisait justement? Parce qu'en général, je dirais peut-être qu'entre l'armée où tu as quand même... je pense que quand tu vas à l'armée, c'est quand même que tu aimes un peu l'action. Et les urgences où finalement, tu fais pas du soin chronique, des patients en palliatif, c'est vraiment de l'aigu. Hein, c'est des gens qui arrivent, qui vont être, comme on l'a dit, triés rapidement, urgent, pas urgent. Et si c'est urgent, il y a une prise en charge immédiate à faire pour assurer justement le traitement de l'urgence. Si c'est un infarctus, il faut l'orienter rapidement et lui mettre des premiers médicaments. Si c'est de la traumato, il faut soit l'envoyer au bloc, soit faire des premiers soins, des sutures. Donc toi, c'est ça qui te plaisait aux urgences? Ouais, tout à fait. Tu as vraiment mis le doigt sur ce qui me plaisait aux urgences, c'est ce côté adrénaline. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, entre guillemets, de bobologie, mais à côté de ça, il y a la réelle urgence où justement on cadre en premier lieu les patients et on fait les gestes de première urgence, on administre les premiers médicaments en urgence avant justement qu'ils soient pris en charge dans des services spécialisés. Donc c'est vrai qu'on a ce côté-là où on a vraiment une certaine réactivité à avoir, et c'est ce côté-là qui me plaisait énormément, et ce côté adrénaline, comme tu dis. Est-ce que tu as déjà eu envie ou peut-être travailler dans d'autres services un peu plus, je vais pas dire service de croisière, mais tu vois, si tu travailles la nuit dans un service de gériatrie, globalement, tu vas être un peu plus calme. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'urgence, de chute, de choses à gérer, mais tu auras moins le côté adrénaline qu'aux urgences. Est-ce que ça t'es déjà posé la question? J'ai fait d'autres services, effectivement. J'ai eu d'autres situations d'urgence dans d'autres services, comme tu dis, on peut avoir des chutes, ça reste quand même une urgence. Tu peux avoir une réa dans n'importe quel service de l'hôpital. J'ai eu en soins continus, donc c'est comme de la réa, mais ils ne sont pas intubés, ventilés. En soins continus, j'ai eu une grosse chute tensionnelle où il allait faire un choc cardiogénique. Donc oui, il a fallu vraiment être très réactif. Mais j'en revenais aux urgences parce qu'il y a ce côté adrénaline, et surtout on cadre tout ou pratiquement tous les plans de la médecine, si tu veux, et on n'est pas hyper spécialisé. J'ai retrouvé ce côté adrénaline en soins intensifs cardio
où il y avait des situations aussi d'urgence, mais c'était vraiment spécialisé que dans la cardio. Donc, mais j'ai bien aimé. Toi, t'aimais aussi le côté hyper polyvalent de te dire je peux faire un peu de cardio, de la réapure, du choc septique, de l'infectieux, des plaies, de la neuro, de tout. Et comme tu dis, dans les services de soins chroniques, on a presque la journée déjà programmée. Ouais. Alors qu'aux urgences, il y a ce côté, on ne sait pas qui va venir nous consulter, on ne sait pas si on va avoir de la cardio, de la neuro, etc. Il y a ce côté un peu surprise, si tu veux. C'est vrai que moi j'avais fait donc des stages aux urgences quand j'étais étudiant et c'était fatigant, mais j'avais beaucoup aimé le côté où, comme tu dis, quand tu vas en garde, quand tu vas la journée, tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber et tu as plein d'histoires improbables, d'anecdotes. J'ai jamais eu autant de choses à raconter que quand j'étais aux urgences et en cardiologie. Il y a des situations, mais globalement, c'est quand même, comme tu dis, tous les jours, bon, bah, il y aura des infarctus, des œdèmes pulmonaires, mais globalement, mes journées se ressemblent un petit peu, même si après, bien sûr, sur le plan technique, il y a des procédures différentes, des interventions différentes, mais pour une personne extérieure, bon, bah, ça reste de la réparation d'artères. Savoir que tu as mis un stent de 3 mm ou 3,5, on s'en fiche, alors que là, aux urgences, il y avait de tout et rien, et j'ai des anecdotes qui me restent encore aujourd'hui sur des histoires de fous. Et t'en as raconté quelques-unes déjà en off, que peut-être je vais incruster à cette vidéo. Mais oui, c'est beaucoup plus varié et je peux comprendre qu'on aime justement ce côté diversité. C'est clairement ce côté-là qui a fait que j'ai pu faire 10 ans aux urgences. Après, le côté vraiment bobologie qui fait que les services sont vraiment saturés, ça c'est pénible et je pense qu'il y aurait une solution à apporter qui serait relativement simple, c'est mettre des médecins de garde, des médecins de ville aux côtés des services d'urgence où justement on pourrait désengorger les services et faire que pour le personnel, pour les patients, pour tout le monde, ce soit plus humain à vivre parce que c'est vrai qu'il y a des situations de saturation, on a des patients dans des brancards dans les couloirs et on se dit on reste quand même un pays relativement développé avec un bon système de soins et on ne devrait plus voir ça. C'est vrai que quand on a, il y a les reportages qui forcément mettent un peu l'accent dessus, mais pour aller aux urgences, donner des avis, c'est vrai que c'est rare les moments où c'est calme. Très souvent, c'est de l'agitation, c'est des patients dans des services qui essaient de les accueillir, mais quand il n'y a plus de place sur des brancards des chambres, les brancards, il y en a toujours, mais après, justement, ils vont s'accumuler dans les couloirs, et c'est pas un cliché de voir que des fois, il y a des brancards les uns sur les autres. Dans un couloir où tu as 8 patients dans un petit couloir parce que justement, il n'y a plus de place. Moi, la question qu'on me posait souvent, c'était pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps aux urgences ? Alors, ce qu'il faut savoir aux urgences, c'est qu'il y a des degrés d'urgence. Il y a vraiment l'extrême urgence où là il faut agir de suite, c'est-à-dire qu'un infarctus, un arrêt cardiaque, ça doit être traité, il n'y a pas de temps à attendre. Là presque toute l'équipe est sur le cas parce que voilà, il faut sauver une personne, on est vraiment dans l'urgence. L'urgence vitale immédiate. Immédiate. Il y a une urgence relative qui va nécessiter une prise en charge avec souvent des bilans, de l'imagerie. Donc forcément, là aussi, on aura des patients et des familles qui accompagnent, généralement qui vont devoir attendre. Parce que le bilan, on ne l'a pas en claquant des doigts. Les imageries, elles viennent se mettre sur un programme déjà établi de consultation externe. Donc on vient entre deux. Après, on a de l'urgence un peu moins relative, genre des points de suture par exemple avec non hémorragique ou qu'on a réussi à arrêter. Donc ça justifie de venir aux urgences, voilà. Mais il y a d'autres personnes plus urgentes qui vont passer avant. Voilà. Mais c'était justifié. Il fallait consulter. Oui, il fallait venir, il n'y avait pas de souci, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque vital pour la vie de cette personne. Si ta suture, tu l'as 6 heures plus tard, tu vas attendre, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais ça va pas. Non. Il n'y aura pas mort d'homme. Il n'y aura pas mort d'homme, c'est vrai, mais après, je peux comprendre que c'est difficile d'attendre. Et après, il y a une urgence vraiment non relative et non vitale qui fait qu'on sera plus sur de la consultation de médecine. Après, ça va être soulager des douleurs dentaires notamment, ou une consultation de médecine que le médecin traitant ne peut pas prendre a priori dans l'immédiat et qui convient pas au patient et il pense qu'aux urgences il va passer plus vite, ce qui ne sera pas le cas. C'est un gros mythe. Ça c'est un gros mythe. De se dire je vais aller aux urgences pour avoir un rendez-vous avant celui de mon médecin traitant. Donc on est vraiment dans 4 situations différentes et face à ça, on a des degrés d'attente et qui sont justement logiquement plus ou moins grandes.
Donc à partir de là, c'est sûr que plus il y aura de monde aux urgences, plus les urgences vont drainer un bassin de population qui est important, et avec les regroupements hospitaliers, et le fait qu'il y a des hôpitaux qui ferment, des services d'urgence qui ferment, bah forcément, vous allez condenser sur un seul service d'urgence. Et donc, bah, plus il y a de patients, le personnel augmente rarement en conséquence. C'est la seule chose qui n'augmente pas en général, c'est les salaires et le nombre de personnel. Le nombre de patients, lui, l'inflation, il le suit assez bien, mais pas les ressources. Et donc, bah, du coup, c'est vrai que tu peux arriver à des situations... Alors, c'est vrai que cette vidéo est intéressante, et je pense qu'il faudrait que chacun de nous, en tant qu'utilisateur du système de santé, on prenne conscience que il y a urgence et urgence, voilà. Et qu'une urgence non urgente, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a rien à faire aux urgences. Voilà. C'est sûr. Après, c'est pas être moralisateur, c'est juste faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un système qui soit acceptable pour tout le monde, quoi. Pour le personnel, comme pour les patients, comme pour les familles. C'est des fois le piège, parce que tu as des personnes, alors tu as les gens qui en ont rien à faire, voilà, 3h du mat, ouais, j'ai mal à l'orteil, et c'est caricatural, mais c'est réel. Non, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Et à côté, tu as des gens, entre guillemets, bien éduqués, qui justement prennent ce message un peu trop au sérieux et ne veulent pas déranger. Ah, j'ai un peu mal à la poitrine, mais bon, peut-être ça va passer. Et au final, c'est aussi dramatique de se dire qu'il y a des gens qui, justement, nécessiteraient, mais qui se disent qu'ils vont pas encombrer encore plus les urgences. Donc des fois, ils prennent rendez-vous avec leur médecin, mais ils ont rendez-vous que dans 1, 2, 3 jours. Donc c'est aussi le piège inverse. Donc en fait, il faut quand même consulter aux urgences s'il y a des vrais symptômes. La seule chose, c'est de réfléchir, c'est difficile, mais voilà, si tu as une douleur à l'orteil, si tu as des acouphènes, si tu as un peu mal au ventre, en général, quand c'est des douleurs légères au ventre, bien sûr, tu peux faire l'ulcère perforé, la péritonite, mais en général, tu te poses pas la question de savoir si tu dois aller aux urgences quand tu as le ventre qui est hyper dur, que tu es en train de vomir du sang et que tu as 40 de fièvre. Donc, en général, dans ces cas-là, tu te poses pas la question, et puis, de toute façon, voilà, la question est vite répondue comme puis comme après, disait l'autre. on se rend compte, par exemple, si on prend un cas qui pour nous reste une urgence relativement vitale, une douleur thoracique, pour pas la nommer, on se rend compte que la majorité des douleurs thoraciques ne sont pas des infarctus. Ouais. Mais il fallait l'éliminer. Bien sûr. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on l'a pas éliminé, on considère que c'en est un. Mais c'est vrai que pour le coup, il faut avoir un avis médical. Si tu as mal dans la poitrine, il ne faut pas laisser la place au doute, parce que l'enjeu est trop grave. Ouais. Si c'est un infarctus, heureusement, c'est vrai que je vais dire au pif, mais je dirais qu'il y a 10% des douleurs thoraciques, environ, voilà, 10-20 maximum, qui sont des infarctus. Et heureusement, la plupart, ça va être soit du stress, soit des douleurs pariétales, costales, soit douleurs musculaires, mais des fois rien du tout. Des fois, tu sais pas, c'est de la traumato, des gens... non, généralement, on est sur des douleurs costales, pariétales, beaucoup d'anxiété, d'angoisse, c'est ça, voilà, qui font qu'ils ont une sensation d'oppression, qui est réelle, hein. Voilà, tu vas aux urgences, on t'évalue, électrocardiogramme, prise de sang, s'il y a rien, tu rentres, mais au moins t'es rassuré. Bien sûr, les erreurs peuvent arriver, mais sans rentrer jusque-là, déjà t'as un premier diagnostic qui est posé et tu peux être rassuré. Et personne n'est jamais mort d'une douleur au niveau costal ou d'une contracture au pec. Non. Donc le système des urgences sert dans ce type de scénario, mais c'est vrai que voilà, il faut que les gens aussi jouent le jeu. Mais je reconnais que c'est difficile parce qu'à plus large échelle, quand il y a de moins en moins de médecins traitants, que les consultations ont des délais en ville de plus en plus longs, c'est difficile de... Alors après, je voudrais faire juste une petite parenthèse, c'est sur l'accès à Internet. L'accès à la médecine via Internet. Et on a souvent des patients qui arrivent parce que, comme tu dis, voilà, j'ai une douleur ici ou là, ils ont tapé sur Internet, alors ils arrivent déjà qu'à un diagnostic, et souvent quand on les écoute, ils ont un cancer, voilà. J'ai mal à la tête, c'est un cancer du cerveau. Voilà, donc... c'est ChatGPT qui me l'a dit. Et ça, c'est un truc de fou de se dire, mais... Alors, je dis pas qu'ils sont hypocondriaques et qu'on a une majorité de la population qui est hypocondriaque, mais on est sur un nouveau... phénomène de cet accès à la médecine via Internet qui fait qu'il en découle des patients qui vont arriver encore plus stressés de situations qui n'ont pas lieu de les stresser, mais parce qu'ils ont tapé sur Internet. Ouais, c'est vrai que t'as le double effet, t'as la personne qui va être rassurée, elle dirait c'est bon, mais tu vas toujours avoir le doute quand même, il y avait marqué dans un coin que ça pouvait être grave. C'est un peu la difficulté. Et donc du coup, toi, après toutes ces années aux urgences, avoir fait un métier qui te plaît, ça a été quoi l'élément
déclencheur où tu t'es dit ok, là je crois que c'était la garde de trop ou... Je pense, comme je t'ai dit, il y a eu cet épisode du Covid qui a fait que les urgences ont été ultra saturées. Pour cause, voilà. Et puis de voir qu'en fait, il n'y a aucune situation qui s'améliore. Et que en fait, on est un petit peu... on parle souvent de mettre un pansement sur une jambe de bois, mais c'est vrai que c'est une image tellement parlante qu'en fait... on a l'impression que rien n'est fait, qu'on met des petites mesurettes et au bout d'un moment, je me suis dit, avant de devenir un mauvais professionnel, je préfère arrêter. Voilà, je préfère mettre tout ça entre parenthèses, me consacrer au sport, au coaching, et puis parce que j'avais cette double casquette, je suis aussi diplômé en tant que coach sportif et préparateur physique, et j'avais la possibilité de faire autre chose. Alors après, j'aurais voulu garder quelques gardes aux urgences, pourquoi pas, des fois j'y pense, mais je pense que ça va être difficile de revenir dans le circuit. Je pense que ça va être compliqué, et plus je parle avec des collègues avec qui je suis resté en contact, et plus ils me disent « ouais, t'as bien fait de partir ». C'est vrai que c'est, comme tu dis, le fait de ne pas avoir de perspective d'amélioration, c'est extrêmement démoralisant, je pense, de dire que les moyens ne sont pas mis, qu'il n'y aura pas plus de personnel, qu'on va continuer de fermer des lits, donc que les patients vont s'accumuler encore plus aux urgences. Parce que tous les patients qui ont réellement quelque chose et qui ont réellement une nécessité d'être gardés, d'être hospitalisés, il faut leur trouver des lits. Et avec, comme tu l'as dit, les personnes de plus en plus âgées dans la population, c'est des problèmes aussi d'autonomie. Est-ce qu'il peut rentrer à la maison? Des fois, il n'y a pas forcément de vrais problèmes de santé, mais simplement un petit truc et une autonomie qui fait que la personne, on ne peut pas décemment la faire rentrer à la maison toute seule. Donc, il faut lui trouver un lit pour le temps de mettre en place des prise en charge de la dépendance. Et après. Ça, c'est donc du coup, moins tu as de lits en aval, et plus ça va s'accumuler aux urgences, plus tu assistes à la saturation, plus tu as l'épuisement aussi des professionnels de santé, parce que aux urgences, c'est un des rares services où tu n'as pas de capacité maximale. Dans un service, tu as 12 lits, tu n'auras pas plus que 12 patients. Et après, tu dis, j'ai plus de lits. Au revoir. Et aux urgences, tu accueilles tout ce qui arrive. Et c'est pour ça que des fois, sans arrêt, l'image de l'entassement, et tu dois le prendre en charge. Donc tu dois des fois, entre guillemets, te dédoubler. Et des fois, il y avait des médecins qui prévenaient la régule du SAMU en disant non, mais là, on est saturé parce que à un moment, on sait qu'on mettait même les équipes en danger, les patients en danger, et on leur disait stop, mais nous on était saturés, mais ailleurs c'était saturé aussi. Donc c'est ça aussi, c'est quand tous les hôpitaux du secteur, parce qu'on a fermé des urgences, deviennent saturés, à un moment il faut mettre les gens quelque part. Le camion du SAMU qui tourne, il tourne, mais à un moment il faut qu'il dépose le patient quelque part. Avec le prix de l'essence en plus, ça coûte de plus en plus cher. Donc non, mais je comprends en fait qu'on arrive à un espèce d'épuisement du système, et le sentiment qu'il n'y a pas grand chose malheureusement qui est fait. Et comme tu dis, il y a des petites mesures, une petite prime Covid, t'es payé un peu plus à la fin du mois, mais ça va pas chercher. C'est pas ça qui fait que le travail sera plus efficace. C'est ça. Et surtout que tu vas avoir le sentiment, comme tu disais, de faire du bon travail, parce qu'au final le travail tu peux toujours le faire, et à la fin t'es blasé, tu te dis, mais si tu veux continuer à faire des soins de qualité, et surtout de te dire je rends service aux gens et dans des conditions humaines, parce que ça reste des patients, ça reste des humains, et ça pourrait être ta grand-mère, ton père, ton frère. Tout à fait. Donc il faut les prendre en charge dignement, et c'est vrai que quand on voit des fois dans un brancard aux urgences des gens qui restent là 8, 10, 12 heures voire plus, t'as l'impression que c'est plus humain, que c'est de l'entassement, et et ça c'est terrible. Et à la fin de la journée, tu rentres chez toi et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, est-ce que j'ai rendu... Enfin, c'est pas une question de service aux gens, mais est-ce que je veux continuer à... Moi, j'avais vraiment l'impression de me dire j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais j'étais pas satisfait de moi, quoi. C'est quelque chose de difficile. Donc ça, malheureusement, on n'a pas de solution. Enfin, il faudrait mettre des moyens. Il n'y a que nos gouvernants qui ont les solutions. Nous, en tant que professionnels sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire. On connaît nos missions, on connaît nos tâches, on sait, on est des professionnels. Mais s'il n'y a pas les moyens, comme tu dis, s'il n'y a pas les lits, s'il n'y a pas le personnel, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On va pas l'inventer. Ouais, tu peux pas te dédoubler, et à un moment... je pense que ça va conclure la vidéo, qu'effectivement, la chose qu'il faut avant tout, c'est des moyens de personnel, des moyens humains, des ressources aussi financières pour avoir des meilleures structures pour accueillir les gens, peut-être de rouvrir des hôpitaux, des lits, des services pour avoir un aval, donc des endroits pour placer les gens et les prendre en charge correctement, et pas à 4 dans un couloir sur des brancards. Et ça, malheureusement, ou heureusement, plutôt malheureusement, ça peut être que
les gouvernements qui peuvent mettre des mesures assez fortes. Et je suis pas sûr qu'on aille... C'est un mot, une conclusion un peu défaitiste, mais je sais pas comment ça va évoluer, on verra, l'avenir le dira. En tout cas, merci d'avoir abordé le sujet, c'était super intéressant. Bah, je sais pas ce qu'en ont pensé les auditeurs. Ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ce témoignage vous aura plu aussi. C'est le concret, c'était le quotidien, c'est ce qu'on vivait. C'est ce que je vivais et malheureusement, c'est ce que mes collègues continuent à vivre. Et c'est ce que tous les urgentistes et même tous les professionnels de santé en général commencent à être confrontés, c'est-à-dire où on met les patients, comment on fait, comment on gère, et voilà, à un moment, on reste que des humains. Mais pour améliorer les conditions des personnels de santé, mettez un pouce bleu à cette vidéo parce qu'il n'y a que ça qui va réchauffer nos petits cœurs brisés par le système. C'est ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des anecdotes aux urgences, parce que je pense qu'il y aura pas mal de soignants qui vont regarder la vidéo et qui auront des choses à rajouter là-dessus. Il y a une relation de confiance entre le patient et le médecin. Il faut tous dire. Des objets coincés dans des endroits inappropriés, une balayette à chiottes, côté brosse, pas côté manche, introduit dans l'orifice anal. Je dis mais le mec il est fou. Monsieur, vous vous êtes trompé, c'est pour les toilettes, c'est pas pour vous. Je te jure, je me rappellerai toute ma vie. Je vois les pompiers qui arrivent, et puis je vois le pompier, il me dit excusez-moi. Et puis le mec qui grimaçait, je voyais qu'il était pas bien, il me dit je peux venir vous parler un peu plus loin. On s'éloigne, tu vois, de la salle d'attente. Et il me dit t'es prêt? Je dis pourquoi? Il dit bah écoute, il s'est introduit une balayette à chiottes. Je dis quoi? Il me dit ouais, il a mis la balayette, mais côté brosse dans l'anus. Ça doit faire mal. Je fais ah, et j'ai fait mais il sait que c'est pas pour ça. Il me dit ouais, le problème c'est que là il arrive plus quoi, ça fait trop mal. Il a fini au bloc le mec. Ah oui, parce qu'il pouvait plus le. Bah non, tu m'étonnes après l'œdème, le pulse. Et puis même, et puis tu risques même une perforation. Oui, c'est vrai, et puis les poils. Les poils de la boue. Et il dit vous le dites pas à ma femme. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Alors Eric, on l'a pas dit, mais du coup il est donc athlète IFBB et vice-président de l'IFBB France. Donc vous pouvez le retrouver sur IFBB officiel sur Instagram. IFBB France officiel. Ah pardon, j'ai oublié le France. IFBB France officiel. Retrouvez-moi sinon sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Merci.